Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille en terre centrafricaine alors qu'il est né dans ce pays. Patrick Dechoua, puisqu'il s'agit de lui, ce jeune Camerounais n'a pas laissé l'école selon sa volonté. Victime des atrocités perpétrées par des sans-foi ni loi, Patrick a perdu l'usage de sa jambe droite après avoir passé plusieurs jours ligoté, molesté et même tabassé par ceux-là qui avaient choisi de créer le désordre dans le pays. Alors qu'il cherchait le chemin pour le Cameroun, son père n'a pas également échappé à la furie de ceux qui ont choisi de créer le désordre. Ils l'ont finalement tué en présence de Patrick, qui garde un très mauvais souvenir de cela. Et aujourd'hui, il est orphelin de père. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à cette édition de Regard social, Madame, Messieurs. Bonsoir. Patrick et sa mère se sont présentés ici il y a quelques jours pour choisir, ou tout au moins pour demander de l'aide, parce que victime de ces atrocités qui ont paralysé, en tout cas, ces atrocités ont permis à ce que Patrick laisse l'école à la suite de ce qu'il subit aujourd'hui. Impossible pour lui de pouvoir se déplacer et même de se mouvoir tout seul. Il est donc en difficulté et sa mère a choisi de l'accompagner à Equinox Télévision, notamment à Regard social, pour lui proposer d'être aidé par ceux-là qui soutiennent davantage ceux qui sont en difficulté. Et ce soir, je voudrais vous inviter à revivre ce moment fort, son quotidien dans cet environnement qui est très difficile pour cet enfant. Il est dans un reportage que je vous propose de suivre, un reportage qui a été réalisé avec la caméra de Dani Warenze. Sous le ciel plein de nuages, le lieu dit ancien dépôt de planches, nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Assis dans un coin au milieu des habitations, Patrick et sa mère, les deux personnes se concertent. C'est pour chercher la solution à la situation qui traumatise le petit Patrick. Patrick Dechoua est un jeune Camerounais né en République centrafricaine. Après le décès de son géniteur, originaire de Bana, dans le Onkam et région de l'Ouest du Cameroun, assassiné devant son épouse lors des troubles sociopolitiques qui ont secoué la République centrafricaine, la mère de Patrick se souvient de ces tristes moments. C'est une femme, faut pas la brutaliser. Dès que mon mari a dit comme ça devant moi, ils ont fait tomber mon mari devant moi, ils ont égorgé mon mari. Le sang a jailli même sur moi. Je vous en prie, la douleur que j'ai là, je ne sais pas qui peut supporter cette douleur. Et que jusqu'à un enfant a des problèmes aujourd'hui que je n'ai même pas l'argent pour m'occuper de mon enfant, même pour lui donner à manger. C'est un enfant qui est gros, mais maintenant il est devenu maigre par rapport à tous les problèmes que j'ai. Patricia est de nationalité centrafricaine. Elle vit au Cameroun depuis quelques années et abandonnée à elle-même. Son fils Patrick, victime des atrocités lors des mêmes moments tristes, paie le prix de tout ça au Cameroun. Je viens passer 2 jours attaché, rien comme ça. Et c'est ça qui a traumatisé mon genou. Je n'arrive pas à plier, ça me fait mal, le douleur. Le jour au jour, j'ai toujours de douleur. Non, ça ne va pas. Même pour aller à la toilette, c'est les problèmes. Me laver, c'est les problèmes. Je ne peux pas rester sur mon pied. Tous les jours, je prends que les anti-inflammatoires. Patrick a un genou traumatisé pour avoir passé 2 jours ligoté par des sans-foi ni loi au pays de sa mère. Quand je suis parti, je suis venu ici à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. On m'a dit qu'il y a une masse de sang et le genou s'est infecté. On a fait juste un drainage et
le vrai problème, on n'a pas pu régler ça. Parce qu'on a demandé d'opérer et l'opération là me coûte plus de 2 millions. Donc c'est ça qui a fait en sorte que je n'ai pas eu mon traitement. Les anti-balaka qui sont des chrétiens, ils ont confondu mon enfant, soit disant qu'il est un musulman. Il a ligoté 2 jours. Tout ça là, c'est par rapport à ça qu'on l'a ligoté. C'est ça qui a créé ce problème jusqu'aujourd'hui. Ça coule chaque moment. Il faut que je nettoie tout moment, je nettoie. S'il vous plaît, aidez-moi. Patrick Dechoua souffre énormément. Sa mère cherche en vain sa belle famille au Cameroun. Pas de moyens financiers. Cette famille n'a pas de repères. Et le genou de Patrick ne cesse de se détériorer. J'ai arrêté l'école à cause de ça. Je ne peux plus même fréquenter, même ni marcher. Mon genou, ça ne va pas. Ça est en train de pourrir doucement à l'intérieur parce qu'il n'y a pas l'argent et le pus ne cesse pas de sortir. J'ai mal, ça ne va pas. Tout ce qu'on fait, ce sont les soins locaux. Ça ne marche pas. Même le cartilage ici, c'est déjà, il n'y a plus de cartilage donc. Et comme le pus sort, la blessure ne peut pas se cicatriser. Ma mère là, elle aussi, elle n'a pas de moyens pour me faire soigner. Père est déjà mort. Donc je suis là seulement comme ça. Il ne peut pas marcher. Je suis fatiguée de lui porter sur mon dos pour aller à la toilette. Je suis fatiguée de lui porter. Maman, porte-moi, je vais aller pisser. Je suis fatiguée. C'est pour cela que je vous demande de m'aider. Pardon, s'il vous plaît. Vous qui êtes en train de me regarder, ne me laissez pas. Depuis après la mort de mon mari, je n'ai personne pour m'aider pour mon fils. Il n'y a que l'unique mon fils. S'il ne va pas à l'école, qui va m'aider demain? Patricia et son fils se confient à vous. La guérison de ce jeune Camerounais dépend des âmes de bonne volonté. Elle se lâche. Bibara là, il t'a chimé centrafricain, sur quoi qu'il y a Cameroun. Même à la soirée qu'il y a Belindo, c'est là que Bambi na Limoso. Mais on a dit que à la mouma boko na itacha la Patrick. Bien sûr, quand il dit gela doublé gelambi, mais le dans la filière encore à paix. À la mouma boko lambi, tu t'es aider Patrick à passer opération, Patrick à Tamoula. Peut-être que le petit mambo qu'on a cordron, il a son zapassa rapé, école ko Patrick a petit guapé, bien la zosa petit mambo qu'on a bien fait, mi penser, mi compter qu'il en doit la itachi bien centrafricain, c'est là que bambi dans des maisons, à la Zambia par la mou mambo qu'on a mis, mi bou guerre tcha la terre là que bambi à la mou mambo qu'on a mis. J'ai demandé à tous les centrafricains qui sont en train de me regarder, de m'aider par rapport à mon fils. Et voilà le quotidien de Patrick Dechoua et de sa mère. Voyez-vous, c'est un orphelin. Il a vu son père être tué par des sans-fanilois. C'était en République centrafricaine, alors que tous cherchaient le chemin pour le Cameroun. Avec nous ce soir, Dr Ngembou Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard Social. Très bien, vous êtes médecin généraliste. Vous travaillez pour la clinique Idéal Santé et Vie. Et j'aime bien rappeler que vous avez un goût très poussé pour la chirurgie. Oui, c'est ça. Et vous avez suivi le reportage qui a été fait sur ce jeune. Qu'est-ce que ça suscite en vous? La première chose, c'est au-delà de sa pathologie, c'est le contexte dans lequel la maladie s'est installée. C'est un contexte assez difficile. On ne peut même pas imaginer vraiment ce par quoi il est passé, que ce soit lui ou sa mère. Maintenant, au-delà du côté psychologique, il a encore une pathologie qui est bien physique, qu'il faut traiter. A priori, ça ressemble à une infection de l'articulation du genou. Ça, de prime abord, c'est à ça qu'on pense en premier, probablement une gonarthrite. Peut-être que les os qui constituent l'articulation ont également été touchés, peut-être une ostéomyélite aussi, mais ça reste des hypothèses qu'il faut juste évoquer. D'accord. Il a passé plusieurs jours ligoté et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé avec
un genou détérioré. Et nous allons d'ailleurs vous développer tout cela avec notamment Dr Baya Alphonse qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Fabien, bonsoir. Vous êtes chirurgien orthopédique, directeur de l'hôpital du district de Bonassama, ici même à Douala. Oui. D'accord. Vous avez également suivi le reportage. Vous avez un premier commentaire sur le cas de Patrick? Oui, je suis d'accord avec mon collègue, mon jeune collègue, quand il pense que Patrick a visiblement une infection au niveau du genou. Quand on regarde l'état de ses pansements, il y a un écoulement, donc une arthrite septique du genou qui est même déjà fistulisée parce qu'il y a un écoulement qui sort de la peau. Et ça peut être dû à quoi? Dû à, certainement, comme il a dit, au traumatisme qu'il a présenté. Il a été ligoté 3 jours, d'après le reportage. Et il y a certainement une plaie, et cette plaie qui a une porte d'entrée qui a infecté son genou. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que votre programme ne vous permet pas souvent d'être avec nous chaque fois qu'on vous sollicite, mais finalement vous êtes là. C'est un plaisir. Et comme John Joe Adolphe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Oui, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et psychomotricien avec votre petit secret à vous seul, mais que vous partagez quand même avec les téléspectateurs souvent, c'est-à-dire la solution contre le stress. Tout à fait. Tout à fait, pour mieux gérer les manifestations somatiques et même psychiques qui peuvent intervenir lorsqu'on est dans une situation de stress aigu ou de stress prolongé. Donc c'est des techniques de relaxation qui ont été développées, inspirées de techniques très connues et validées et qui sont accessibles via une application. Voilà, qui permet à tout le monde, peu importe l'endroit où on se trouve au Cameroun ou à l'extérieur, de pouvoir effectuer des séances guidées de relaxation thérapeutique. Très bien. Et lorsque vous regardez, vous suivez le reportage, la maman de Patrick, elle est stressée ou elle est traumatisée finalement? Il y a beaucoup de choses qui se passent pour cette femme et son fils. La première situation, c'est la perte de du mari et du père de l'enfant, dans des conditions certainement violentes, agressives, soudaines, inattendues, parce qu'il aurait, si j'ai bien suivi, été tué dans ces conflits-là. Elle a utilisé le mot « égorgé » en sa présence. Voilà. Parler de stress, tout simplement, dans ce contexte, serait peu dire. Il est plus approprié d'évoquer la question d'état de stress post-traumatique, parce que là, les deux ont vécu une situation qui est traumatique. Pour le garçon, comme c'est le cas qui nous intéresse ici, non seulement il a perdu son papa dans ces circonstances-là assez brutales, violentes, mais lui également a été ligoté pendant, il a dit, 2 jours, où il craignait également pour sa propre vie, où il s'est senti impuissant, il n'a pas été capable de se défendre. Et donc ça met là les ingrédients aussi d'un traumatisme psychologique. Et là, dans son cas, lui, nous serons dans un trauma de type 2. Parce que l'événement stressant s'est prolongé dans le temps et a probablement les situations qui sont source de traumatisme ont probablement été répétées, que ce soit sur lui ou même par rapport à ce qu'il a vu faire à son père et ce qu'il a vu faire à d'autres personnes dans l'environnement où il se trouvait. Donc il a été confronté visiblement à des scènes assez horribles. Et ça fait que là, c'est un trauma de type 2. D'accord. Alors, Dr Baya Alphonse, est-ce qu'il suffit simplement de 2 jours, je veux dire un pied ligoté, je veux dire plié, pour avoir ce que Patrick a eu aujourd'hui? Oui, 2 jours c'est beaucoup. Il faut dire quelques heures. Même quelques heures peuvent déclencher une infection du genou. Une plaie qui est une porte d'entrée va être une porte d'entrée pour les microbes. Les microbes qui vont migrer à proximité. Le genou qui est très proche vont migrer dans le genou et créer des dégâts que nous avons vus tantôt.
Alors, difficile pour lui de se déplacer. On voit bien que c'est sa mère qui le tient pour aller soit aux toilettes, soit, bref, sortir de la chambre pour le salon ou alors pour se mettre à l'aise, comme on dit, de façon triviale. Oui, ça c'est à cause de la douleur. Hein. La douleur, une arthrite, ça va être très très mal. Ça va être très très mal. Il y a des conséquences dans le cas où rien n'est fait. Des conséquences terribles, c'est la destruction de l'articulation. C'est la destruction de l'articulation, ce qui est très très grave en général. Alors, Stéphane, on le voit bien et à travers le reportage, on comprend que c'était un moment difficile pour cet enfant qui a passé 2 jours ligoté. Il n'a pas que cette douleur au niveau de son genou droit. Il aurait été tabassé également par ceux-là qui l'auraient confondu aux adversaires véritables. Pourtant, il cherchait simplement à retourner au pays avec ses parents. On n'a pas été témoin de ce qu'il a vécu, mais on peut partir du principe qu'il n'a pas eu que le problème du genou qu'on a aujourd'hui. A priori, il aurait eu plusieurs traumatismes qui peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être quasiment toutes les parties de son corps qui ont été touchées. Donc on ne peut pas savoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est le plus visible, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au niveau de son genou, c'est-à-dire l'infection qui s'est installée au niveau du genou. Mais il est possible qu'il y ait eu de multiples contusions ailleurs, qu'on ne verra probablement plus. Et puis le genou, malheureusement, s'est infecté parce que vu le récit qu'on nous a fait, il était probablement dans un environnement qui n'était pas le plus propre possible. Donc certainement que le germe qui s'est greffé à son articulation doit être un germe assez résistant à la plupart des antibiotiques qu'on donne, parce que certainement, dans notre contexte, l'automédication est assez courant. Certainement, la maman a pris des initiatives pour essayer de le soigner déjà, et puis ça n'a pas avancé. Si on part du début, outre le côté psychologique qu'on va nous détailler tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'autres traumatismes qu'il aurait reçus. Donc a priori, c'est un polyblessé, on ne va pas dire polytraumatisé. Donc il a sûrement eu de multiples plaies au-delà de l'atteinte psychologique qu'il aurait pu avoir. Donc il n'y a pas que le genou qu'il faut regarder, c'est vraiment un ensemble. Ce qui est sûr qu'il a des contusions à des organes, probablement quelque part qu'il faudrait explorer. Donc il faut qu'on l'examine avec beaucoup de précautions et en prenant son temps. Alors, si on reste uniquement sur son genou, puisque c'est ce qui est visible, quel est le type de dégâts que ce geste-là, le fait que son genou reste ou son pied reste plié et attaché, quel est le type de dégâts que ça peut créer véritablement? Bon, comme Dr Baya l'a dit, le dégât le plus grave serait qu'il perde l'usage de son genou, c'est-à-dire qu'il soit incapable de plier le genou. S'il est incapable de plier le genou, bien que ce soit la flexion ou l'extension du genou, s'il est incapable de le faire, ça veut dire que le membre inférieur de ce côté-là est inutilisable. Donc le rendre handicapé, ça c'est le plus grave. Maintenant, comment ça va arriver? La première chose, ce serait l'infection qui va détruire les parties anatomiques, c'est-à-dire les surfaces articulaires qui permettent que l'articulation se fasse. Et puis, avec la position antalgique qu'il va prendre, il aura peut-être tendance à plier le genou, parce qu'en essayant d'extendre le genou, ça va lui faire mal. Il va garder une position antalgique qui va avoir tendance, en restant comme ça, à s'enraidir, ça va entraîner ce qu'on appelle une ankylose. Outre ça, maintenant, le germe peut très bien se propager ailleurs, ne pas rester au niveau du genou, et entraîner cette fois-là peut-être une septicémie qui peut entraîner son décès. Donc, ça peut aller d'un problème fonctionnel, c'est-à-dire le pronostic fonctionnel dont on craint, au pronostic vital. Donc il est important qu'on le prenne en charge rapidement pour éviter que ce soit sa vie qui soit en danger et pas que son genou. Donc c'est principalement ça. Et même après, si on arrive à le soigner, il faudrait des séances de kinésithérapie pour que le genou qui est resté trop longtemps en position de flexion puisse retrouver sa mobilité. Alors, Dr Ngebou vient de prononcer le mot, la prise en charge. Elle doit être rapide, puisque c'est un cas critique en ce moment, tel qu'on le voit. Comment est-ce qu'elle peut se faire et en combien de temps? Oui, il a évoqué les lésions sur le plan local. Les lésions locales, c'est les lésions au niveau de son genou, c'est-à-dire une arthrite septique qui peut se compliquer avec une septicémie, comme il a dit. Mais la prise en charge, effectivement, doit être urgente.
C'est la prise en charge qui consiste sur le plan médicamenteux à donner des antibiotiques à large spectre, éventuellement après un prélèvement. Mais physiquement, on peut aller à opérer les genoux pour laver l'articulation. Ce que nous conseillons habituellement, parce que c'est plus efficace. Et donc, l'association nettoyage du genou, c'est-à-dire on appelle ça parage, et une antibiothérapie ciblée permet en général rapidement de gérer la situation. Mais si on ne fait rien, les complications sont là. À court terme, c'est les complications dans le général, c'est-à-dire une septicémie qui peut entraîner le décès. Et à long terme, c'est la destruction même de l'articulation, c'est-à-dire une arthrose qui est assez grave sur le plan fonctionnel parce qu'en fait, on n'a plus d'articulation. Donc, on n'a plus de mobilisation au niveau du genou et c'est très, 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 très douloureux. Et c'est coûteux, tout ça. Et très coûteux, effectivement. C'est-à-dire que cette prise en charge. Donc, il faut aller très, très vite, en général, dans ce cas. Alors, quel est le spécialiste qui s'occupe de ce genre de cas, par exemple? Déjà, le médecin. Je vous dis que c'est le médecin qui doit prendre en charge. Oui, le médecin, le généraliste ou... Il peut le faire tout de suite au niveau de la prise en charge médicamenteuse, c'est-à-dire commencer une antibiothérapie provilis, mais qui doit être efficace. Et ensuite confier le malade à un chirurgien qui va aller laver le genou. Oui. Alors, Adolphe, c'est un traumatisme, vous l'avez dit, au second degré, c'est ça? Le type 2, c'est-à-dire que... En fait, en matière de traumatisme, il y a deux catégorisations que je peux faire là. Il y a des personnes qui sont traumatisées parce qu'ils ont vécu un événement qui est considéré comme non intentionnel, c'est-à-dire qu'une catastrophe naturelle, un accident, quelque chose qui ne découle pas de la volonté ou de l'intervention d'un individu volontaire en tout cas. Maintenant, il y a des traumatismes qui sont intentionnels. Et dans son cas, à lui, on est dans des traumas de guerre où il y a des violences, vraiment des choses assez atroces qui sont perpétrées sur des individus. Maintenant, il y a des situations où l'histoire traumatique est brève. C'est-à-dire que ça n'a pas duré, ça n'a pas mis beaucoup de temps. Hein, c'est-à-dire peut-être un viol qui s'est produit une seule fois, un accident c'était une fois, une agression ça s'est passé une fois et rapidement. Ça va être classé dans les traumas de type 1. Mais quand, comme lui, il a été molesté pendant 2 jours, c'est assez long, 2 jours. Comme le chirurgien l'a dit, déjà par rapport aux dégâts que son genou a subis, il fallait très peu de temps pour causer de tels dégâts, mais lui, il a subi ces vices-là, ces violences physiques pendant 2 jours. Et donc, ça fait que là, on est dans un trauma de type 2. Mais on peut aussi parler de trauma multiple. C'est-à-dire qu'il y a ce que lui, il a vécu, l'agression, tout ce qu'il a vécu qui menaçait à sa vie et autres, et tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu son père subir ou d'autres personnes autour de lui subir. Et donc là, la blessure ou le problème qu'il a au niveau du pied, si ce n'est pas traité, c'est quelque chose, c'est-à-dire la présence persistante d'une lésion corporelle liée à ce traumatisme, ça va faire en sorte que la probabilité pour qu'on soit vraiment dans un état de stress post-traumatique soit assez importante. C'est-à-dire que pour qu'il commence à développer tous les symptômes liés à cet état-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que de temps en temps, il peut être amené à revivre, n'est-ce pas, toutes les scènes horribles qui se sont produites quand il était en Centrafrique, ce qu'on appelle la réviviscence, où il peut avoir, pendant qu'il fait autre chose, pendant qu'il est en train de travailler, faire autre chose, il peut avoir des images comme ça, qui font intrusion, qui lui reviennent comme ça de ce qui s'est passé. Il peut avoir des flashbacks, hein. Il peut avoir des comportements d'évitement. Il a quand même vécu comment son père a été assassiné, et lui-même qui a été également ligoté, tabassé aussi, pendant pratiquement 2 jours. Tout ça, tel que vous le rappelez quand même, peut vous réunir, tout ça revient. Chaque fois, et qu'il se trouve peut-être seul ou encore en train de se poser des questions sur sa vie,
et surtout lorsqu'il ressent plus de douleur aussi. Oui, c'est-à-dire que le phénomène de réjouissance, il peut, lorsqu'il est en train de vaquer à ses occupations normalement, parce que souvent des personnes traumatisées, ils ont des formes, ce qu'on peut appeler, on peut considérer comme des amnésies, ils essayent d'oublier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas vivre uniquement en pensant à ça tout le temps. Ils évitent les pensées, ils évitent les sentiments, ils évitent les émotions liées au traumatisme. Il ne veut pas trop y penser. Mais la réalité, c'est que pendant qu'il est en train de faire autre chose, comme c'est quelque chose qui n'a pas été traité, c'est là, pendant qu'il est en train de faire autre chose, il peut avoir des images intrusives, n'est-ce pas, où il va revoir un certain nombre de choses liées au jour, aux circonstances et tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Il peut, dans son sommeil, avoir des cauchemars. Il peut, lorsqu'il est éveillé, avoir des flashbacks. Et il peut avoir un certain nombre de choses qui vont faire en sorte que sa vie devienne assez pénible et qu'il y ait par la suite le risque d'avoir d'autres problèmes d'ordre psychologique comme la dépression, ainsi de suite. Alors, Dr Baya, vous qui êtes chirurgien orthopédique, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des pareils cas, même si aujourd'hui les causes ne sont pas les mêmes? Je veux dire, rien à voir avec ce qui est arrivé à Patrick. Les cas du genre, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec un genou pratiquement endommagé, comme c'est avec Patrick aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une pathologie assez fréquente, hein, et les raisons sont multiples. Et ça dépend même des tranches d'âge. En général, chez les enfants, on a très souvent des arthrites septiques dues à une infection banale. Une infection de la gorge, par exemple, peut aller déclencher une arthrite au niveau d'une articulation, pas forcément le genou. Donc chez les enfants, c'est ça, mais chez l'adulte jeune, chez les adultes, chez les adolescents, c'est souvent des causes traumatiques. Traumatiques, un accident de la voie publique, une plaie articulaire, toutes sortes de traumatismes peuvent peuvent créer une infection au niveau de l'articulation. Donc c'est assez fréquent dans notre contexte où il y a beaucoup de traumatismes, des accidents de la voie publique, des accidents de moto sont à l'origine, dans la plupart des cas, des infections au niveau des articulations. Il ne faut pas oublier également des traumatismes balistiques, hein, en contexte de guerre. Je parle de nos zones de guerre qui, parfois, pas souvent, les patients arrivent avec des lésions articulaires dues à une plaie par balle. D'accord. Alors, docteur Nguembou, on va quand même parler de ce qui est préoccupant, c'est vrai, le cas est là. Ce qui préoccupe davantage, c'est qu'il faut des moyens financiers pour sa prise en charge. Ouais. Et c'est le nerf de la guerre, comme on dit généralement. Bien sûr, c'est comme l'argent, bien disons les moyens financiers, c'est la pierre angulaire de quasiment tout ce qu'on veut faire, et particulièrement dans la santé. Parce que même si on est rempli de bonne volonté pour le prendre en charge rapidement, les médicaments, au final, ça s'achète. Il n'y a aucune structure hospitalière qui fabrique ces médicaments. Donc, il faut bien les acheter quelque part. Et même si le chirurgien veut bien le prendre dans son bloc opératoire, va bien falloir mobiliser le personnel va bien falloir mobiliser la ressource matérielle pour pouvoir le prendre en charge. Donc, sa prise en charge, comme Dr Baya l'a dit, c'est deux choses: médicales, avec les médicaments qu'on va lui administrer, et chirurgicales. Donc, ça suppose qu'il faille, d'une part, qu'il soit hospitalisé, qu'on fasse des pansements, qu'on lui donne le traitement antibiotique et antalgique dont il a besoin. Peut-être qu'au niveau orthopédique, on va essayer d'immobiliser sa jambe pour qu'il n'ait plus trop mal, parce que l'immobilisation peut avoir un rôle antalgique. Et puis maintenant, ensuite, qu'on programme, sous la supervision du chirurgien, quand est-ce qu'on va faire le parage de l'articulation. Et là, maintenant, aussi bien pour la première phase que pour la seconde, on a besoin d'énormément de moyens. Et maintenant, au-dessus de tout ça, parce que le processus de traitement sera long. Et il a déjà un impact au niveau psychologique. Donc ça suppose qu'il faut aussi qu'au niveau psychologique, le psychologue soit présent, aussi bien pour lui que pour sa famille et aussi sa mère.
Parce que si sa mère est incapable de s'occuper d'elle-même, elle ne pourra pas s'occuper de lui le temps de son traitement. Donc ça suppose qu'on a besoin de plusieurs cliniciens en concert et qu'on a besoin des moyens, du moins, disons, de la ressource matérielle pour que la ressource humaine puisse travailler et qu'on arrive à apporter au moins le sourire ou, disons, à minima la santé à Patrick. D'accord. Vous qui êtes habitué, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça peut coûter, une prise en charge comme le cas de Patrick? Oui. Et là, ça dépend de la prise en charge. Hein. Plus on prend tôt, et moins ça coûte. On prend en aigu, ça va vite. Donc, la durée de traitement n'est pas aussi longue. Mais plus c'est tard, et plus ça coûte. Hein. Parce que l'infection, comme on l'a dit, va détruire le genou. Va détruire tous les éléments, tous les tissus du genou, notamment le cartilage. Hein. Et là, la guérison devient parfois difficile dans les formes chroniques. Ça peut coûter combien? 50 000, 100 000, 1 million? Non, c'est rien. L'antibiotique coûte plus cher que ça, en fait. C'est une prise en charge élastique, on l'a compris. Oui, qui associe plusieurs traitements. Et les coûts sont variables. Je ne veux pas donner les chiffres. Parfois, ça va... c'est pas moi. Comment je veux dire? C'est 200, 300, 500, 1 million, 2 millions, 3 millions. En fait, on ne peut pas d'emblée dire, dans le cas d'une infection, d'accord, donc il faut une série d'examens d'abord, voilà, pour savoir à quel niveau, à quel degré, je voudrais dire, la maladie se trouve. Et à partir de là, tout peut être évalué sur le plan financier. Mais avant, il n'y a que la prise en charge psychologique est primordiale. On a entendu de la bouche de Dr Ngembou. Oui, elle est importante. Elle est importante parce que, comme je le disais, le traumatisme psychologique rend la vie de la personne pénible, désagréable, parce que c'est une vie où finalement on a des cauchemars, on n'arrête pas de revivre et de repenser à des choses qu'on voudrait absolument éviter de se rappeler. Hein, et c'est des choses assez douloureuses, ça suscite beaucoup d'émotions fortes et comme je le disais, ça doit être pris en charge parce que après, c'est des choses qui peuvent entraîner d'autres problèmes comme c'est un jeune, il peut se mettre pour apaiser toutes ces douleurs et autres à consommer un certain nombre de substances. Hein, de l'alcool ou même des drogues, ce qu'on ne lui souhaite pas, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver quand ce n'est pas pris en charge de manière appropriée. Parce que de toutes les façons, l'individu aura besoin de soulagement, il aura besoin de se sentir mieux, n'est-ce pas? À défaut de lui proposer des moyens appropriés, il cherchera ses propres moyens de le faire. Donc maintenant, il y a toute la question de la dépression aussi qui guette et qui n'est pas forcément quelque chose dont on a facilement conscience soi-même. Hein, ce n'est pas toujours évident pour une personne de reconnaître que là, elle est en train de faire une dépression. Hein, c'est plus l'entourage et peut-être s'il va consulter un spécialiste qui pourra vraiment identifier ça. Et dans ce cas-là, il y a un risque pour la vie de l'individu. À un moment donné, on sait qu'il y a des risques suicidaires dans ces cas-là. Dr Baya, vous accepteriez être ou alors piloter cette prise en charge si jamais on vous confie le cas de Patrick? C'est un cas social. Vous constituerez sans doute une équipe pour pourquoi pas, pourquoi pas. Prise en charge. Hein? Et ça, c'est un cas intéressant. Hein? Parce qu'il vous écoute et il a sûrement, si un oui de votre bouche va certainement être un début de solution, sans problème. C'est pour aider, soutenir sa maman qui est en souffrance. Il y a aussi la souffrance de la mère, on parle de la souffrance de l'enfant, mais il y a aussi toute la famille, tout à fait. Qui souffre. Tout à fait. Ça ne me gêne pas de soulager cette famille. Hein, très bien, merci. En charge cet enfant. Merci. Alors, on a parlé de la question de finances. On a déjà des experts pour la prise en charge du petit Patrick qui a besoin d'être soutenu, besoin de retrouver le goût de la vie après tout ce qu'il a subi. Sa mère également traumatisée jusqu'ici parce qu'elle aurait vécu aussi des moments difficiles et surtout qu'elle a vu comment on a égorgé son époux
en sa présence et sous ses yeux. Difficile également de pouvoir supporter tout ça. Beaucoup d'argent pour la prise en charge de Patrick et bien entendu tout ce qui tourne autour de cette pathologie qui le traumatise aujourd'hui. On comprend bien. Je vous invite à suivre cet auto-reportage et juste après nous allons revenir pour plus d'explications. Après le passage du jeune Patrick sur le plateau de Regard Social, la chaîne de la solidarité a réagi financièrement pour sa prise en charge. C'est l'hôpital de Bonasama à Douala qui l'a accueilli. Au terme du premier contact avec Dr Bahia, directeur de l'hôpital du district de Bonasama à Douala, il sort qu'il devra subir une opération chirurgicale. Pour préparer cette phase, Patrick, avec à ses côtés une Bible, s'est confié au Seigneur à travers des prières et des chansons religieuses. Des heures après, le jeune homme est informé du départ pour le bloc opératoire. Soutenu par une infirmière, Patrick, qui avait déjà passé plusieurs années de souffrance, sentait venir le début du bonheur avec la présence des médecins autour de lui. Dans une ambiance bon enfant, la mise en place avant l'opération effectuée par le personnel soignant rassure de plus en plus Patrick qui s'apprête à recevoir l'acte posé par l'anesthésiste réanimateur. Donc c'est facile. Madame, c'est parce que c'est pas facile. Quand on dit que tu vas au bloc, on va aller à toujours. Voilà, nous fermons, pardon. Non, je passe comme ça. Je vois quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Regarde par là, regarde. Regarde. Voilà. Explique, non. Tes mains ne vont plus des... Je t'ai dit que tout à l'heure, là, tu vas envoyer le menton. Ah, tout à l'heure, là, tu sens comme les crans. Tu peux crier, mais tu ne bouges pas. Un homme crie. On va te expliquer à partir de là, tu ne vas pas. On t'a pas la parole, mais tu supportes. Que tu vas te dire, on va la nécessité ou pas.
Tu comprends? Mais c'est l'anesthésie locale. On fait un peu la partie. C'est tu vas nous ensemble, tu te poses avec nous. Pat, tu es fort. C'est un homme. J'ai dit tout à l'heure qu'un homme ne crie pas. Madame est bien. Et de la flaque. Tu vas te recoucher. Tu vas poser tes fesses. Il est grand pour le tirer un peu là-bas. Ça fait quoi là? C'est bon. Donc je peux placer ma soeur. Pat. Tout va bien se passer, hein. Comme ça, on n'a pas le jeu, c'est ça? Ok. Ce qu'il a ton cœur, Patrick, ne lève plus ta tête. Puisque tu es petit court, si tu continues à lever ta tête, tu auras tellement mal à la tête. Tu sais, elle ne lève plus la tête. Attention derrière vous. Il faut venir vers moi, n'allez pas vers lui. Alors que la mise en place se déroule, le chirurgien orthopédique et son équipe s'apprêtent à passer à l'acte. Un acte qui se fera avec un matériel sophistiqué dans le but de redonner vie à cet enfant qui souhaitait depuis lors sortir de la détresse. Je sens qu'on te touche. Je sens qu'on me touche. Je sens qu'on me touche. C'est normal. Tu as envie, non? Voilà. Ouais, là. Il faudrait un garrot pneumatique. Pneumatique, hein? Non, il y en a un. Un garrot pneumatique? Il y a son brassard. Moi j'ai le brassard, si je suis un garrot. Combien est parti? Mais tu n'as pas mal. C'est ça, je dis. On t'a mis au galop, tu n'as pas suivi. On a coupé ton sang en deux, tu n'as pas suivi. Il est tapé. Tu veux dormir? Ce sont les 2 millions. Tu les donnes, tu n'as pas. Je n'aurais pas fait. Ça dépend de ce qui va sortir là-bas. Laisse arriver à toi. Ce qui sort. Ça. Ça va alors. C'est bon ça? Oui. C'est ça, Rézak?
s'habille enchantement. D'accord, là, c'est le type. Mais c'est vrai. Le jour déjà, au niveau de la jambe même là, c'est bien stérile. Ok, super. Vous revenez. Ça va. Le sixième. Quoi? C'est que On va rentrer la barre antérieure du genou. L'escalier de la patella. Comme dans une menuiserie, des bruits de marteaux résonnent.
tandis que les parties du genou endommagées de Patrick sont détruites. Le jeune homme est sous anesthésie, bien entendu sous le contrôle des infirmiers de salle. Selon l'anesthésiste réanimateur, tout se passe bien. Monsieur, dès que Patrick, et il y a un problème au niveau du genou, nous avons préféré pratiquer une anesthésie loco-régionale parce que nous sommes en dessous du nombril. L'anesthésie loco-régionale est plus indiquée pour des cas de chirurgie au-dessous du nombril. Vous avez assisté à l'intervention, le patient était stable tout au long de l'intervention, sans plainte. Nous n'avons pas eu de complications au niveau de l'anesthésie. Des heures après cet autre exercice mené par Dr Baya et son équipe, l'on peut avoir une idée du travail qui a été fait sur le cas social. Il est arrivé chez nous il y a environ 2 ans à la consultation et il souffrait d'une arthrite septique. Mais l'intervention aurait pu être réalisée depuis longtemps du fait d'un manque de moyens. Cela n'a pas été fait. Et donc l'infection a complètement détruit son genou. Il n'avait plus de cartilage du tout. Donc nous avons fait une intervention qui consiste à bloquer l'articulation du genou, en fait une arthrodèse du genou. Mais avant l'arthrodèse, il fallait forcément nettoyer le genou. Ça c'est ce qu'on appelle le parage ou le débridement. Enlever tout ce qui est infection. Nous avons lavé abondamment. Et nous avons constaté bien sûr qu'il y a un peu de cartilage. Donc on a bloqué l'articulation pour que le patient puisse marcher. Parce que depuis ce temps, il marchait à l'aide de 2 cannes, avec beaucoup de douleur. Donc cette intervention consiste à bloquer le genou, permettra de gérer non seulement l'infection, mais également la douleur. Donc maintenant, il pourra marcher à peu près, normalement, sans douleur, et ça sera plus propre. Il n'aura plus d'infection. Mais le blocage du genou est gênant pour lui. Mais après plusieurs années, on peut réaliser ce qu'on appelle une désarthrodèse, avec une prothèse du genou qui va lui redonner une mobilité du genou. Quand le germe sera identifié, là on pourra faire une antibiothérapie ciblée qui permettra de détruire complètement le germe s'il y a un reste. Et l'arthrodèse consiste à boucler consiste à bloquer le genou. Donc les broches que nous avons mis permettent de tenir le genou et la fixation externe au-dessus permet de compléter. En fait, on ne peut pas mettre beaucoup de matériel du fait de l'infection.
Donc on a fait une intervention à minima pour les broches et ensuite une ostéosynthèse externe, enfin un blocage externe à l'aide de l'appareil que vous voyez, que nous appelons un fixateur externe. Parce que symétrie, Il pèse, hein? Très peu même. Le cas présenté sur le plateau de Regard Social il y a quelques mois est réanimé. Avec autour de lui des membres de l'équipe du docteur Bahia. Mais avant la sortie du bloc opératoire, le contrôle du matériel est nécessaire. Là, tu as avant moi. Et quand le papier, tu serais pas même pour les 5 minutes, je veux voir ça, les viens. On m'appelle, je ne pas. Il faut manger. Tu sens tes pieds, tu sens pas les touches. Tu sens quand les touches, non. Mais tu peux bouger tes pieds, tu peux bouger ton pied. Non, que tu pourras manger bien. Mais quand tu vas pouvoir bouger ton pied, tu vas boire de l'eau, tu comprends? Tu vas boire les jeux de liquide. Le visage est reluisant. La maman de Patrick peut sourire. Un sourire qui manifeste la fierté de voir son fils sortir enfin de la souffrance. À cause de 18 la complicité est finie à cause de 18 Patrick. Non, tu vas boire de l'eau quand tu vas pouvoir bouger tes pieds. Tu comprends? Tu vas même boire ton yaourt quand tu vas pouvoir bouger tes pieds. Quand tu vas pouvoir bouger tes pieds, on te remet au t'es porté, tu ne le fais pas, non? La tête chez nous ici. C'est que... On a clé ma... J'avais comme ça. Soulève, non? Elle va quitter, elle ne peut pas supporter. C'est qu'il veut tout. Il fait tout les plans. Mais attendez que... Avec quoi le soir, tu ne peux pas soigner.
Viens ici, viens comme ça. Il pèse. Allons-y. Au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Voilà. C'est bon. Ok. Bouge un peu tes autres. Attention. Je t'aime pas ça. Ouais, Achille. Non, mais non, mais c'est derrière. C'est les deux. Comment est-ce que tu n'as pas de c'est les deux. Je comprends. Quand tu vas t'arriver, tu vas voir que les pieds là sont bien. Et au passe de maladie à ça. Va tourner. Ça trique. Que je te ramène en sac. Il a quelque chose à vous mettre. Tu as les prescriptions à suivre là. Il pourra boire de l'eau quand c'est bien bon, quand l'anesthésie va finir. Mais moi, je suis toujours en bas là. Tu sais Théo que tu veux, tu envoies la messe. N'est-ce pas, mon père? Je te donne le numéro. Toi, tu n'as même pas de quoi écrire. Non, j'aime. Tu as ton téléphone. Tu as ton problème que tu veux que c'est Théo qui intervienne là. Tu as fait. Mais il a reçu un petit peu au sénateur de 24 heures. Tu as continué à se Et voilà l'autre phase de la vie de notre cas social, Patrick, qui a pu bénéficier notamment du soutien des hommes de bonne volonté pour qu'il soit pris en charge, tel que nous avons vécu dans ce reportage, qui nous a permis également de faire une intrusion dans un bloc opératoire. Docteur Baya est avec nous. Une fois encore, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui étiez à l'œuvre? Oui, c'est moi. C'est bien moi. On vous a vu avec le marteau et le reste pour le genou de Patrick. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement lorsqu'il arrive, puisqu'il était question de rassembler ou de collecter un peu d'argent? Ça a été fait et vous avez accepté de le prendre en charge. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je laissais un enfant, son avenir, sa carrière. C'est un jeune qui souffrait. Et nous sommes sensibles à la souffrance des autres. Et c'est notre métier, le métier de médecin, qui veut qu'on aille soulager la souffrance des autres, de ceux qui souffrent. Combien de temps ça vous a pris, tout ça? L'intervention a duré environ 1h30, mais si on compte, parce qu'il y a 2 temps, il y a l'anesthésie et il y a l'acte chirurgical. Au total, on a fait à peu près 1h30. Ouais. Docteur Gembou, vous avez, c'est vrai que vous êtes habitué des blocs opératoires. Vous avez vécu de bout en bout ce qui s'est passé? Oui, c'est vraiment assez... C'est ce qui était prévu avant le reportage? La description qui était faite, les explications données? Ce qu'il fallait faire pour soulager Patrick? Je pense que tout concordait avec ce qu'on a dit précédemment. Mais je ne pense pas que le docteur Baya, en partant au bloc, avait prévu solidifier son genou. Probablement, quand il est arrivé, il s'est rendu compte que les cartilages étaient complètement détruits, malheureusement. Pour avoir un semblant de fonction du genou, il était obligé de faire une arthrodèse, c'est-à-dire de solidifier tibia et genou, pour qu'il soit au moins capable de marcher
marcher mieux que ce qu'il faisait avant l'intervention. Maintenant, une intervention qui a été estimée à 1h30, ça peut sembler peu, mais c'est juste parce qu'il a l'expérience de la chose. Si ça avait été quelqu'un d'autre, certainement, ça aurait duré 2 ou 3 fois plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qui est certain. Parce que quand vous avez vu les temps, hormis le rituel, comme j'appelle souvent, c'est-à-dire l'anesthésie, l'installation, le badigeonnage, le drapage, il y a eu la phase où on enlevait tout ce qui était septique. C'est-à-dire ça a consisté à ruginer à peu près tout ce qui était partie non viable, à laver. Une fois qu'il a fini de laver, à un moment donné, vous avez vu, il a changé les gants. C'est à ce moment-là qu'on entre dans la phase la plus importante pour qu'on ne revienne plus à la situation initiale. Ce qui lui permet de travailler maintenant dans un environnement qui est complètement aseptique. Oui. Alors, il y a une phase qui a davantage ébloui le réalisateur de cette émission. C'est lorsque on prend le marteau et on commence à cogner comme si c'était... Bon, on a utilisé cette figure parlant de menuiserie. C'est pas pour dire que les chirurgiens sont des menuisiers, de toute façon. J'espère bien que c'est pas ce qu'on essaye de dire, parce que c'est une phase qui est très importante et qui demande beaucoup de calcul et beaucoup de dextérité. Il ne faut pas juste entendre le son. Parce qu'à chaque fois que le chirurgien posait un geste, c'était avec une angulation bien précise, avec une profondeur bien précise et une épaisseur bien précise qui se faisait enlever. Donc c'est bien le son qui fait tac-tac qui fait penser à un menuisier, c'est vrai, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la menuiserie. Vraiment pas du tout. Et c'est impressionnant, très impressionnant. Et puis on a vu comment il a percé. C'est vrai que c'est très très impressionnant, mais c'est par là qu'il faut passer malheureusement pour lui donner, disons, pour améliorer le pronostic fonctionnel qu'on visait. Parce que si on ne passait pas par là, on ne peut pas. Peut-être que ça semble extraordinaire vu à la télé, mais c'est assez commun. C'est un matériel qui est quasiment utilisé à chaque intervention orthopédique ou traumatologique. Quasiment à chaque moment, que ce soit pour une fracture ou autre pathologie, on a toujours besoin d'un maillet, d'un ciseau à os pour pouvoir travailler. Il y a Dallas Tenda qui disait qu'il manquait peut-être la scie pour accompagner ce travail-là. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez extrait concrètement de son genou, puisqu'un matériel aussi sophistiqué pour accompagner ce jeune garçon qui avait déjà souffert depuis plusieurs années. Ouais. Il faut dire qu'on a la planification préparatoire sur la base des radiographies qui avaient été faites, a montré des lésions importantes au niveau du genou, notamment les lésions cartilagineuses. Bon, mais ce n'est pas un cartilage sain, c'est un cartilage qui est complètement détruit par l'infection. Donc l'intervention consiste à aller retirer, comme m'a dit mon jeune collègue, tout ce qui est infecté et tout ce qui est tissu mort. Donc l'os est dur, donc il faut utiliser un matériel aussi rigide pour essayer de détruire les débris osseux dus à l'infection. Donc on savait, visiblement après la radiographie, qu'il fallait aller retirer tout ce qui était détruit, tout ce qui était mort, en fait c'est un tissu mort, et pour permettre à la fin d'avoir un genou sain, un genou qui n'a plus d'infection. Alors, Adolphe, comme vous avez vécu tout ça, je vous ai vu vous poser certainement les mêmes questions que Dallas tout à l'heure. Écoutez, avoir ma réaction et puis celle des gens sur le plateau, on voit bien que c'était une intervention assez impressionnante et ça amène à se poser la question de l'opportunité vraiment de montrer cette intervention à la télé. Je comprends tout à fait qu'il était nécessaire de rendre compte de la prise en charge de ce cas-là. Vous savez, on dit souvent chez nous, l'anxiété est entretenue par ce qu'on ne connaît pas. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est l'inverse qui pourrait se produire, c'est-à-dire le fait d'avoir détaillé autant une intervention orthopédique pourrait
susciter des inquiétudes chez les personnes qui auraient dans l'avenir à subir une telle intervention. Vous savez, c'est peut-être aussi pour démontrer que nous avons une main-d'œuvre qualifiée qui peut résoudre un certain nombre de problèmes quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc, mais ce qui est là, c'est que le patient était sous anesthésie et en plus, il n'a pas vu en fait ce qui se passait. C'est nous qui sommes à la télé, qui regardons la télé, qui voyons ce qui s'est véritablement passé. Donc lui, il était serein, il était tranquille. L'intervention lui a été expliquée au préalable. Il a été rassuré, il savait ce qui allait se passer. Et donc nous découvrons, tout simplement, nous n'étions pas là lors des consultations, nous n'avons pas était là quand le médecin lui expliquait comment ça allait se passer et autres. On voit dans les images qu'il était tranquille, il était serein, il n'a pas été agité même au moment de l'anesthésie et pendant l'intervention il était calme. Il était calme. Donc ce qui se passe, c'est que tout simplement ce sera la première fois pour beaucoup de personnes de voir une chirurgie orthopédique. Et là, on travaille sur une chirurgie des os et des articulations, donc ce n'est pas quelque chose qui appelle au même type de matériel que dans les autres chirurgies. Donc, il y est allé franchement, il a fait ce qu'il devait faire avec les outils nécessaires. Voilà. Donc, alors, on a vu vers la fin de cet acte médical, je vais dire cette chirurgie, des fers que vous avez alignés sur tout le long de sa jambe. C'est pourquoi? C'est pour immobiliser. L'articulation, c'est pour fixer. Le but de l'intervention, c'était de bloquer l'articulation du genou. C'est-à-dire permettre de souder, j'ai tous ces termes de souder l'os du fémur et l'os du tibia. N'oublions pas que le but, à la fin, c'est que le patient puisse se déplacer et se déplacer sans douleur. En bloquant l'articulation, on annule la douleur. On n'a plus une articulation viable, on a détruit le cartilage, enfin l'infection, et même l'intervention a presque retiré tout le cartilage au niveau de l'articulation. Donc on n'a plus de mouvement possible. Alors lorsque vous avez extrait tout ça, qu'est-ce que vous avez mis? Donc, il fallait donc, pour permettre cette soudure, ce blocage, de fixer avec du matériel. C'est pour ça qu'on a mis d'abord des broches, deux petites broches, pour essayer de stabiliser. Et maintenant, pour bloquer tout ça, un appareil externe. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte infectieux, il faut éviter de mettre du matériel à l'intérieur de l'articulation. Parce que le matériel à l'intérieur d'une articulation, je veux dire d'une articulation infectée, va encore créer une flambée de l'infection et donc aggraver plus toute sa situation. Donc c'est pour ça que, heureusement qu'il y a l'idée ingénieuse de mettre un fixateur externe. Donc on a fait une fixation externe qui permet donc d'être à distance du foyer infectieux et donc d'assurer une guérison sans, je veux dire, entretenir l'infection. Parce que le matériel, c'est un matériel inerte, il entretient l'infection quand il est au contact des germes. Oui. Docteur Ngebou, on constate également que ça a neutralisé, je veux dire, ça a rendu son pied raide. Aujourd'hui, il ne peut plus plier le genou. Oui. Oui. Est-ce qu'il restera ici ou alors, avec le temps, il y aura une autre possibilité de rendre son genou flexible? Docteur Baïa l'a évoqué dans le reportage. Dans un deuxième temps, on peut enlever les broches qu'on a mises et puis lui faire une prothèse du genou pour lui permettre de complètement mouvoir son articulation. Ça reste possible. Mais dans un premier temps, déjà, il est capable de se déplacer, ce qu'il ne le faisait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'intervention, il sera capable de se déplacer tout seul. Il n'aura plus besoin de sa mère pour le soutenir, ni de canne anglaise. Donc, il pourra très bien marcher, mais marcher un peu moins bien qu'avant le traumatisme. Maintenant, pour qu'il retrouve une capacité fonctionnelle complète de son genou, il faudra une autre intervention qui sera cette fois-là, qui va consister à lui mettre une prothèse du genou
pour que... C'est après combien de temps à peu près? Il est jeune. Il est jeune. Il est... la contre-indication d'une chirurgie prothétique, c'est l'infection. Donc on ne peut pas mettre du matériel prothétique, on peut pas mettre du matériel, on appelle implant, dans un contexte d'infection. Parce que comme je disais tantôt, ça va flamber l'infection. Donc il faut absolument tarir complètement l'infection pour espérer mettre du matériel intérieur. Donc il est jeune, la chirurgie prothétique chez les jeunes n'est pas aussi très indiquée, donc on suppose qu'on lui donne encore un peu plus de temps, qu'il continue de grandir, cette fois-ci en assurant l'assèchement complet de son genou pour espérer mettre une prothèse à long terme. Pas tout de suite, hein, mais plus tard, une prothèse de genou pour lui donner une mobilité au niveau de son genou. Alors, vous avez voulu dire quelque chose, mais c'est simplement pour comprendre que les hommes de bonne volonté ont répondu à l'appel de sa mère et de Patrick. De toute façon, les deux qui ont parlé dans le premier reportage, vous avez suivi. Ils demandaient à être soutenus pour la prise en charge. C'est ce qui a été fait justement. Et il y a une collecte d'argent qui a été faite. Et on a bien vu que ça a permis à ce que cet enfant soit pris en charge normalement. Oui, cette prise en charge va résoudre un des multiples problèmes qu'il a. C'est quand même un problème assez important parce que, comme je le disais, le fait de traîner cette infection avec l'altération qu'il y avait au niveau de son genou avait également un impact au niveau du traumatisme psychologique que nous avons décrit au départ. Parce que le fait qu'il y ait des lésions corporelles qui persistent, des douleurs et autres en lien avec les événements qui ont été traumatiques, ça c'est quelque chose qui nourrit la souffrance psychologique liée au traumatisme. Donc là, il y a un problème important qui a été résolu. Comme le médecin le disait, il retrouve quand même une certaine autonomie au niveau de sa motricité. C'est-à-dire que tout seul, il peut désormais se déplacer. Ça ouvre à de nouvelles possibilités, perspectives pour lui parce que dans l'état précédent, il lui était peut-être difficile de se projeter dans l'avenir, de se dire je pourrais encore faire telle ou telle chose, je peux encore rêver ceci ou cela, parce que là, il était pratiquement dans un état d'invalidité. Donc aujourd'hui, il redevient une personne qui a ses 4 membres, qui fonctionne, qui peut se déplacer, mais qui va être limité au niveau d'une de ses articulations. Et comme le chirurgien l'a dit, il y a chez lui également cet espoir-là qu'avec le temps, avec le soutien des âmes de bonne volonté et d'autres personnes, même de sa famille, il pourra bénéficier d'une intervention qui viendra réparer plus ou moins complètement les dommages qu'il a subis au niveau de son genou. On n'a pas trop entendu parler, ou alors on n'a pas vu la présence des psychologues autour de Patrick et sa mère, ou alors vous avez joué ce rôle-là aussi? Oui, vous voyez, il était bien entouré hein, avec le personnel soignant, les infirmiers qui étaient... Mais c'est vrai qu'une prise en charge psychologique devait être intéressant pour lui. Il a besoin de ça, peut-être pour savoir qu'est-ce qu'il peut... Pas seulement lui, même sa mère. Oui. Sa mère. Tout à fait. Ce qu'il faut noter tout simplement, c'est que il y a des problèmes qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. D'autres qu'il faut évaluer avec des outils, des instruments spécifiques qui vont permettre de rendre objectif, concret, ce qu'on ne voit pas avec les yeux, la souffrance psychologique qui se vit à l'intérieur, ce qui se vit à l'intérieur. Donc le fait que on ne voit pas ça ne rend pas nécessairement ces problèmes-là négligeables, parce qu'ils peuvent tout aussi bien constituer un risque même pour la vie de ce jeune homme-là.
D'accord, donc c'est important la prise en charge psychologique. Vous savez, les problèmes psychologiques, quand on essaye de s'en débarrasser de manière inadaptée, ça ressurgit toujours sous une forme qu'on n'imagine pas. Quand il s'agit d'un deuil, la perte d'un être cher, il faut faire ce qu'on appelle en psychologie un travail de deuil. Quand il y a un traumatisme psychologique, il faut faire un travail de désensibilisation par rapport à ce traumatisme-là. Il y a un travail de désensibilisation à faire. Quand il y a un certain nombre de conséquences liées à ce traumatisme-là, d'un point de vue psychologique, il faut les gérer pour que la vie de l'individu soit globalement meilleure. Là, on s'est intéressé, on a adressé le problème en rapport avec déjà l'infection, mais aussi sa mobilité. Mais il y a d'autres éléments qui font en sorte que sa vie n'est plus la même. Hein, elle s'est dégradée en qualité aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il est important de mettre en place une prise en charge psychologique. Sinon, ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Peut-être il ira consulter un médecin dans je ne sais pas combien de temps pour un problème qu'il juge être un problème d'ordre somatique, alors que ce serait des conséquences du fait qu'il n'a pas été pris en charge de manière appropriée. Alors, docteur Baya, dites-nous, il passera combien de temps dans cette situation pour qu'il sorte quand même? Il ne va pas demeurer dans votre hôpital? Non, là, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut, pour la durée de séjour, ça dépend de la réponse. Hein. La réponse, est-ce que nous avons bien nettoyé ce que je pense? Est-ce qu'il n'y a pas un débris osseux qui est resté encastré dans l'articulation qui va entretenir l'infection? Là également, c'est un pan important. Il y a une prise en charge, donc les moyens financiers, le problème financier ne se pose pas. Maintenant qu'il a une prise en charge des âmes de bonne volonté, dont la couverture antibiotique est bien assurée, je pense qu'un de 10 jours à l'hôpital, 10-15 jours serait suffisant pour qu'il reprenne, qu'il rentre à la maison, qu'il retourne à la maison. D'accord. Il pourra venir juste pour des visites? Oui, pour des visites, toutes les 6 semaines en général. Mais au bout de 3 mois, on pense que l'articulation sera... il y aura une consolidation et on pourra penser retirer le matériel. D'accord. On a bien vu que c'est un matériel lourd qui accompagne son quotidien désormais. Dr Ngumbu. Oui, c'est ce dont on évoquait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Parce que tout le matériel que vous avez vu, malheureusement, ça ne pose pas sur les arbres. Et c'est à usage unique. C'est-à-dire que chaque patient a son matériel. Il y a les pinces qui sont à usage multiple, mais le matériel qu'on lui a implanté à lui, c'est à usage unique. Donc ça suppose que s'il y a un autre malade qui arrive et qui n'a pas les moyens de le soigner, on ne pourra pas. Donc il y a Patrick, il y a les autres derrière auxquels il faut penser. Donc c'est pour ça qu'on disait que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc il a un matériel d'ostéosynthèse actuellement, mais ce matériel c'est un traitement. Il ne faudrait pas qu'il voit ça comme un truc en plus. Non, on est en train de le soigner. C'est aussi bien que prendre des comprimés pour le paludisme. C'est la même chose. Donc, c'est là pour le soigner. Ça va durer le temps que ça va durer. Et puis, le but, c'est qu'il soit capable de se mouvoir, que l'articulation redevienne fonctionnelle, qu'il puisse avoir une vie normale en espérant que le traitement psychologique, aussi bien pour lui que pour la famille, lui permette aussi, parce que c'est aussi le travail de réinsertion sociale sous le contrôle de M. Koumé qui va permettre que sur la durée, il retrouve une vie à peu près normale. Alors, comme Adolphe, on comprend bien qu'on va remercier, bien entendu, les hommes de bonne volonté qui ont contribué, puisque tout cela a nécessité beaucoup d'argent pour la prise en charge de son cas. Oui, là on s'est intéressé à des questions de santé physique et mentale, mais il faut dire que la prise en charge doit être globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger les aspects d'épanouissement, de développement de ce jeune homme-là, qui sort d'un lieu où il a vécu des atrocités. Il est revenu avec un certain nombre de séquelles qui sont aujourd'hui en train d'être prises en charge, mais maintenant,
pour qu'il ne reste pas dans ce passé-là, pour qu'il ne reste pas dans ce traumatisme-là, à côté de la prise en charge psychologique qui est nécessaire, il faut également regarder les questions d'ordre purement social chez lui, où est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il vit, quelles sont les difficultés qu'il a, est-ce qu'il va à l'école, est-ce qu'il a besoin de faire une formation, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui vont aussi avoir un impact sur la manière dont il va vivre et gérer la suite des événements. D'accord. Et pour la suite de ce programme, justement, je voudrais vous inviter à suivre cet autre reportage qui nous situe sur l'évolution même de ce programme. Et juste après, nous allons davantage vous apporter des éclairages. Hôpital de district de Bonasama à Douala. Le climat est serein. Des patients et le personnel se tutoient, signe d'une bonne santé de cette formation sanitaire. Dans cet hôpital, une patiente inhabituelle, Irène Tembe. Sa présence en ces lieux augure des lendemains meilleurs pour le petit Patrick. Le cas social interné est pris en charge par Dr Baya, chirurgien orthopédique et par... Eh bien, on a regardé là un autre reportage qui présentait Patrick qui sortait de l'hôpital, docteur Baya. Vous êtes toujours resté avec nous jusqu'à la fin de ce programme parce que c'est pour comprendre exactement qu'est-ce que vous avez fait pour redonner le sourire à Patrick. On voit bien qu'il a passé les 15 jours et 15 ou 20 jours après son opération, il est retourné à la maison et il reste qu'il vienne de temps en temps vous voir pour des petits contrôles. Oui. Avant le retrait de cette masse de fer que l'on voit bien. Oui. En fait, c'est tout un programme qui va aller sur la durée, c'est-à-dire qui va passer par... parce qu'il y a quand même des sutures qui ont été faites. Il faudra retirer les sutures, il faudra revoir Patrick toutes les 6 semaines pour apprécier l'état de la consolidation de notre arthrodèse. Et puis veiller, continuer les antibiotiques pendant toute la période pour éviter le réveil de l'infection. En fait, il faut continuer à combattre l'infection jusqu'à la fin et au bout de 3 mois, éventuellement, retirer le matériel. Très bien. Docteur Ngembou, on a regardé, on voit bien que Patrick se déplace déjà seul. Il n'est plus soutenu par sa mère. Ça, c'est déjà une première victoire et il faut qu'on remercie vraiment beaucoup les âmes de bonne volonté, de regard social, parce que c'est assez émouvant de le voir capable maintenant de se mouvoir sans douleur, de se mouvoir tout seul. Ça montre à quel point ensemble on peut faire pas mal de choses assez positives pour notre entourage. Donc moi, je remercie vraiment beaucoup toutes les âmes de bonne volonté qui ont contribué pour qu'on puisse lui apporter les soins dont il avait besoin. C'est déjà une première victoire qu'il soit capable de se mouvoir. C'est encore une autre victoire que les soins qu'on lui a apportés se soient déroulés sans accroc majeur, parce qu'on peut très bien planifier un soin, l'entreprendre et puis ça ne se passe pas comme on l'espère. Donc ça s'est passé comme on l'espérait, ça évolue plutôt bien. Merci à ceux qui ont permis que ça se fasse. On voit bien qu'il va vers la guérison en ce moment. Oui. Dès qu'on aura extrait... Oui, à partir du moment où on a autorisé sa sortie, ça veut dire qu'il est en route vers la guérison. La guérison ne se fera que lorsque il y aura plus de signes d'infection et que la consolidation sera complète. C'est à ce moment-là qu'on pourra dire qu'il est guéri. Mais c'est en bonne voie. Ça, c'est la certitude, c'est en bonne voie. Et c'est assez touchant de le voir se déplacer tout seul, parce que c'était vraiment ça, me mettant à sa place, j'imagine que c'est vraiment la chose la plus difficile à faire, d'être incapable de se lever pour ne serait-ce qu'aller aux toilettes tout seul. Ça doit être très pénible et c'est déjà bien
qu'il soit capable de le faire. Alors, Adolphe Icomé, on a tous regardé Patrick sorti de l'hôpital et avec toute l'ambiance qui tourne autour, on comprend bien qu'il retrouve quand même cet environnement que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que dans cet environnement, il sera aisé pour lui d'y rester le plus longtemps possible et dans cet état même? Oui, pour répondre à votre question, nous avons déjà dit que face aux événements difficiles, pénibles de la vie, il y a ce qu'on peut considérer comme étant des facteurs de protection, des facteurs qui vont faire en sorte que l'individu soit moins vulnérable à toute la souffrance, à tout ce qu'il peut avoir comme problème d'ordre psychologique suite à ce qui s'est passé, ce qu'il a subi comme problème. Donc parmi ces éléments-là, il y a le fait d'être dans un environnement plus ou moins sain, pas précaire, dans un environnement voilà, où on ne manque pas du strict minimum, où on a de quoi se nourrir, où on a les moyens, n'est-ce pas, de faire un certain nombre de choses pour se projeter dans l'avenir, aller à l'école, ainsi de suite. Tout ça, ça contribue à faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre sur le plan psychologique. Avec sa sortie de l'hôpital, il est rassuré d'une chose, c'est que par rapport à l'infection et au risque que ça comportait pour sa santé, il est dans la voie de guérison. Mais on remarque aussi que là, c'est un adolescent avec un corps nouveau. Là, c'est une nouvelle problématique qui se pose. C'est un corps qui n'a plus la même mobilité, c'est un corps qui a changé, c'est un corps qui a probablement des cicatrices. Donc, il y a toute une problématique au niveau de l'image qu'il a de lui-même. Et il ne faut pas se dire que parce que l'infection est en train d'être traitée, que ça va, tout va bien dans sa tête. Non. Donc je pense qu'il y a tout un travail pour que ce corps-là, nouveau, soit accepté, pour qu'il intègre ces changements-là et qu'il les intègre d'une manière assez adaptée. Vous comprenez, donc voilà, c'est un nouveau départ avec de nouveaux défis également, avec de nouveaux challenges. Tout n'est pas fini avec sa sortie de l'hôpital. Il y a encore un certain nombre de choses à regarder pour s'assurer qu'il va bien. D'accord. Alors, Dr Nguembou, il passera un peu de temps à la maison, il partira de temps en temps rencontrer Dr Baya pour soit le contrôle, soit autre chose. Et c'est une autre occasion pour lui aussi de pouvoir chercher comment vivre dans un environnement différent de celui qu'il occupe en ce moment. Oui, c'est... Parce qu'il n'est pas propice quand même par rapport à son état. C'est certain que ce n'est pas les conditions, c'est pas les meilleures conditions pour son état, ça c'est vrai. Maintenant, on a nos réalités et pour pouvoir répondre à cette nouvelle problématique, outre tout ce qu'on vient d'entendre au niveau de l'image du corps, l'acceptation, il y a aussi ce qui est visible, c'est-à-dire parce que quand on le fait rentrer avec le matériel de stéréosynthèse qui est encore en place. Donc si l'environnement n'est pas très propre, il est possible qu'on revienne encore avec d'autres infections. Ça demande la couverture antibiotique, ça demande que les âmes de bonne volonté qui ont bien voulu contribuer pour qu'on fasse déjà la première phase de son intervention, continuer à contribuer pour qu'on améliore aussi son environnement pour augmenter les chances qu'il a de sortir de cette phase de sa vie. Parce que même son alimentation est un pan très important de sa capacité à cicatriser. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut encore prendre en compte pour le guérir complètement. Dr Baya, c'est ce qu'il devra faire. Il passera chez vous de temps à autre, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, et vous lui avez donné des conseils sur ce qu'il doit manger entre-temps pour reprendre des formes. Oui, il faut surtout qu'il mange bien. Qu'il mange bien. Mais manger il n'y bien, a pas d'interdit. Il n'y a pas quoi? d'interdit qu'il mange tout. Qu'il mange tout. Qu'il mange tout et qu'il mange bien.
Non, il voit ce qu'il mange. Oui. Il mange ce qu'il voit. Il mange bien. Il mange ce qu'il voit, mais ce qu'il ne voit pas, il ne mange pas, de toute façon. D'accord, c'est une belle initiative. On comprendra bien que tout cela, c'est un travail qui a pris également, ou qui a mis en contribution plusieurs experts. Et je voudrais vous inviter à regarder quelques images de Patrick. Après, notamment, son retour à la maison, il est allé rencontrer le médecin quelques jours après aussi. Je vous invite à suivre cela et nous allons certainement vous dire la suite qui va permettre aussi de découvrir quelque chose de mieux ou de merveilleux. Vous avez regardé ces images, ce sont les images de Patrick en famille. Après lui avoir extrait tout ce qu'on a pu observer également, ces éléments qu'il avait sur sa jambe. Il est avec nous. Patrick Dechua, bonsoir et bienvenue. Parlez comme un homme, vous êtes un monsieur, bien entendu. C'est parti, toute la douleur. Oui, c'est parti. Je n'ai plus de douleur et je me sens bien. Par rapport à avant que j'avais mal, je prenais les anti-inflammatoires 24 heures sur 24 heures. Je n'arrivais pas à me laver. Il fallait qu'on m'aide d'abord. Mais maintenant, là, je peux être autonome de moi-même. Vous êtes tout souriant? Je suis souriant, je suis à l'aise. Je peux déjà faire mes 100 pas. Oui. On vous a vu à la cuisine en train de préparer? Oui, je peux aller au marché, je rentre, je prépare. Je fais la cuisine, je lave les assiettes. Même mes habits aussi, je lave. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous accompagner? Non, 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 pas besoin. Alors, vous avez reconnu quelqu'un sur ce plateau? Oui, c'est mon docteur. Mon docteur qui m'a beaucoup aidé. Oui. Oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Patrick. Vous avez votre fils? Oui. Vous l'appelez votre fils? Oui. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble? Oui, beaucoup de temps, beaucoup de mois, beaucoup de semaines. Oui. En tout cas, il est charmant, hein. Toujours positif. À un moment, il a manifesté des signes de souffrance, je veux dire, sur le plan psychologique, même si c'était peut-être intériorisé, mais il avait toujours son sourire, hein. Surtout quand il a recommencé à marcher sans le soutien de sa mère, sans que sa mère ne le porte. Il avait ses cannes et après, quand il a retiré le matériel, il a commencé à marcher seul. Sans appui, c'est intéressant. Alors, vous n'avez pas constaté d'anomalie au moment d'extraire tout ce qu'il avait comme matériel? Non, il a eu beaucoup de chance. Il a évolué, je veux dire, l'évolution a été simple, hein. On n'a pas eu de complications dans son cas. C'est-à-dire qu'il a évolué comme sur les religions. En fait, il avait tout ce qu'il fallait pour guérir, hein. Ouais. Il avait ses médicaments, il a été soigné. On n'a pas eu d'arrêt de traitement durant sa prise en charge. Je crois que ça a permis quand même qu'il évolue sans complications. Alors, Irène nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Irène. Bonsoir Flavien. Toute souriante aussi. C'est normal, les circonstances s'y prêtent. Oui. Ça fait quand même 2 ans. Il était sur ce plateau, sa maman était sur ce plateau le 31 mai 2019. Oui. Voilà. Donc nous dirons que nous sommes au mois de mai. Donc d'ici la fin du mois, c'est 2 ans de souffrance, c'est-à-dire de prise en charge avec l'hôpital Bonasama et avec l'aventure avec Regard Social. Donc nous serons bientôt à 2 années. Donc nous sommes contents, nous sommes heureux d'avoir le résultat là aujourd'hui. Oui. Alors vous avez discuté avec lui, il vous a certainement raconté de belles histoires. Comment est-ce qu'il se sent bien et qu'est-ce qu'il entend faire aussi? Non, il se sent bien. On n'a pas eu le temps de vraiment causer en profondeur. J'ai juste apprécié le fait qu'il est devenu plus charmant. Et j'espère qu'on n'aura pas des fiancés qui m'appelleront tout à l'heure au téléphone. Donc, nous sommes tout heureux, nous sommes vraiment très heureux. Et nous tenons à dire déjà merci à notre grande, parce que nous sommes déjà une famille.
la grande famille des âmes de bonne volonté. De par le monde entier, Togo, France, États-Unis, Chine, Belgique, surtout Guinée équatoriale et même la République centrafricaine. Parce qu'il a eu également des cris de cœur venant de ce pays pour soutenir Patrick et surtout la grande famille du côté de Bafang. Donc nous avons eu beaucoup de contributions du côté de la région de l'Ouest. Nous tenons déjà à dire merci à toutes ces personnes parce que pendant 2 ans, le premier passage de Patrick sur ce plateau, on avait récolté un montant de 930 000, si vous vous en souvenez. Et il en fallait davantage pour qu'on puisse continuer sa prise en charge. Parce que le premier versement qu'on avait effectué à l'hôpital était d'un montant de 750 000 francs CFA. On a fait une autre émission ici au mois de février 2020 pour relancer un deuxième cri de cœur pour que Patrick puisse terminer sa prise en charge et son traitement. Et nous avons perçu pour un total en 2 années un montant de 1 694 900 francs CFA. Et nous avons dépensé 1 530 500 francs CFA. Actuellement, nous avons 164 400 francs CFA en caisse et nous espérons qu'avec cette somme, Patrick pourra aller à l'école l'année prochaine et prendre sa vie en main, qui sait. Et il faut noter que Patrick est orphelin de père. Tout à fait, orphelin de père. Et qu'il vit avec sa mère, et sa centrafricaine, sœur. ici au Cameroun. Tout à fait. Ce qui n'est pas une équation facile pour lui, ou alors pour les deux. Tout à fait. Ils vivent dans un environnement qui ne cadre pas avec beaucoup de réalité. Enfin, je voudrais dire ce qu'il souhaite. Patrick veut faire autre chose. Il voudrait retourner à l'école, c'est ce qu'il a dit. Et il est avec nous. Vous confirmez, Patrick, vous nous racontez un peu ce que vous voulez faire désormais. Oui, j'aimerais bien retourner à l'école. Oui. Avoir mon bac et voir ce que je peux faire maintenant. Vous voulez être médecin, vous m'aviez dit aussi? Non, comptable. Comptable. Oui. Vous voulez compter l'argent. On a c'est mon stagiaire. Très bien. D'accord. Oui, dites-nous. Oui, j'aimerais que vraiment... Bon, je remercie d'abord, au fond du cœur, les bons âmes qui m'ont beaucoup aidé à retrouver mon pied. Aujourd'hui, je suis là. Et je remercie vraiment aussi le docteur qui était avec moi, avec les infirmières qui prenaient aussi soin de moi. Je ne savais pas qu'un jour, je pourrais venir rester ici, m'asseoir et parler comme je suis en train de parler là. En riant, bien sûr. Que vraiment Dieu les bénisse, vraiment il leur donne encore plus que ça. Et j'aimerais aussi retourner à l'école, que vraiment qu'ils peuvent encore m'aider encore, que je reprenne encore l'école, ça va beaucoup me faire plaisir. Parce que quand je reste comme ça, je vois ceux à qui j'ai fréquenté. Aujourd'hui, beaucoup ont soutenu. Et moi, je reste comme ça me fait vraiment de la peine. Donc, consciencement, je ne suis pas bien dans ma tête. Donc, mon souhait, c'est de rentrer à l'école. Très bien. Alors, Dr Baya, Patrick ne va pas rester avec son pied raide, ainsi. On trouvera une solution? Oui, plus tard. Hein. Plus tard, trouver une solution pour avoir une mobilité. Une mobilité, comme j'ai dit tantôt, on peut faire un déblocage, on appelle ça désarthrodèse, hein, et mettre une prothèse totale du genou pour lui donner une mobilité. Oui. Ça, c'est possible. Oui. C'est possible. Mais pas pour maintenant. Il faut encore attendre quelques années. Il faut attendre un peu. Ouais. D'accord. Ça pourra coûter combien à peu près? Ah, c'est encore plus cher. Hein. C'est plus cher. Ouais. Une prothèse genou, ça coûte cher. Bon, ça coûte cher. C'est vrai que nous sommes tous nombreux à mettre la main à la pâte. Rien n'est impossible, on dit. Oui. Il faut dire que dans nos conditions actuellement, ces prothèses ne sont pas encore très développées. Ce n'est pas une chirurgie très développée chez nous. Ouais. Si on doit le faire, je propose qu'ils le fassent hors du Cameroun, dans un pays où ils ont l'habitude de la chirurgie prothétique, surtout dans un cas de complications comme lui. Vous comprenez le coût du voyage, mais sinon, localement, il faut aller chercher dans les 4-5 millions pour une prothèse genou. 4 à 5 millions. Ouais. Et pour l'instant, il peut... Patrick,
tu trouves l'inconvénient à marcher avec le pied? C'est vrai qu'il est raide, mais tu te bats quand même avec? Oui, pour le moment, je n'ai pas de douleur. Je marche et je m'habitue. Oui. Tant qu'on trouve les 5 millions, c'est possible. Oui. Irène? Oui, on ne saurait sortir de cette émission sans remettre à Patrick c'est-à-dire la liste des différentes personnes qui ont apporté leur contribution pour sa guérison. Vous avez ici la liste des différentes personnes depuis la date du 31 mai 2019 qui ont contribué pour vous. Vous allez prendre le temps de parcourir cette liste parce qu'il y a des numéros de téléphone. Il y a certaines qui communiquent le numéro, d'autres qui préfèrent garder l'anonymat. Donc vous avez cette liste des différentes personnes et vous avez également l'état de vos dépenses. Donc vous allez prendre le temps de parcourir ce document qui vous revient de droit. Voilà. Ça, c'est votre diplôme, Patrick? Oui, là, c'est le diplôme de regard social. Le diplôme. Alors, Patrick, on va se séparer. C'est pour vous que nous sommes là ce soir, comme vous le savez, parce qu'il y a un dénouement heureux. Le dénouement heureux ici, c'est que vous avez retrouvé le sourire, la douleur est partie, vous vous déplacez désormais seul, vous menez déjà quelques activités. Et en attendant de retourner à l'école, puisque vous voulez obtenir votre baccalauréat, les téléspectateurs, les hommes de bonne volonté vont sans doute vous accompagner dans ce sens. Adolphe, c'est une possibilité, c'est une idée. Il voudrait retourner à l'école et il va être comptable. Effectivement, une fois qu'il se sent mieux, là, il est question de se projeter dans l'avenir et pour arriver à atteindre ses objectifs, il a besoin encore d'avoir ses diplômes, d'être formé. Donc voilà, je suis content pour lui également. Il est content de pouvoir refaire un certain nombre de choses qu'il n'arrivait plus à faire. Il a retrouvé le sourire, la joie de vivre et là, il essaye de se projeter dans l'avenir. Donc il a besoin d'être aidé dans ce sens-là aujourd'hui. Docteur, on va se séparer. Et, quel est le message que vous adressez à votre fils, puisqu'il est désormais le vôtre? Il passera vous voir, même si ce n'est pas pour une consultation. Oui. Il sait, il peut passer tout le temps. Bonjour. Il passe déjà quand il peut. Il m'appelle au téléphone très souvent. Non, le message, j'adhère à ses idées. Il faut qu'il reprenne un peu sa vie en main maintenant qu'il a fait un break de plusieurs années. Ses camarades sont un peu plus loin maintenant, beaucoup ont soutenu des thèses. Donc, tu peux toujours reprendre tes cours normalement et aller voir même plus loin que ceux qui ont soutenu aujourd'hui. Il n'y a pas un temps pour faire l'école. Tu peux faire l'école aussi. Et surtout qu'il est encore tout jeune. Quand tu pourras, Donc reste positif. Tu peux refaire du sport. Tu peux refaire du sport. C'est le médecin qui parle. Je peux refaire du sport? Oui, bien sûr. Et comment? Oui, tu fais du sport. Quel genre de sport? Tout sport. Tu peux jouer au foot. Tu peux courir. Mais tu vas t'adapter en fonction de tes entraînements. Donc c'est bien, reste positif et puis la vie continue. Alors Patrick, on va se séparer également. Vous avez un message, un dernier? Après les remerciements, je sais que vous avez déjà dit merci à Irène aussi. Non, je crois que c'est bon. C'est bon. D'accord, merci. Merci d'être venu, docteur. Je rappelle que vous êtes docteur Baïa Alphonse, vous êtes chirurgien orthopédique, directeur de l'hôpital du district de Bonasama. C'est ici à Douala, c'est dans le 4e arrondissement. Et c'est vous qui avez eu l'insigne honneur de gérer la prise en charge de Patrick. C'est un plaisir. Merci. À vous également. Adolphe et Comer, on ne sait pas. Vous voulez dire quelque chose?
Bonsoir, merci également. Merci de m'avoir invité à cette émission que je regarde très souvent avec beaucoup d'admiration. Et là, vous êtes en direct. Beaucoup de cas sociaux. Là, je suis en direct aujourd'hui. Voilà, merci. Merci à vous, Adolphe, également d'être venu. Je vous appelle comme ça amicalement. Donc, oui, tout à fait. Adolphe, allez, merci, bonne journée. Vous êtes, bonne soirée. Vous êtes, je veux dire, psychologue clinicien, psychomotricien également, et avec cette particularité que vous maîtrisez la solution même contre le stress aussi. Merci à vous de m'avoir invité une fois de plus. On va dire merci à toute l'équipe qui a contribué également à la réalisation de cette autre édition de Regard Social, en commençant par Dallas Tchana. On va dire merci à Eric Ouattat qui est également là, et Cédric Chouna, ainsi que Cédric Nding également. On pensera aussi à Libéraux Ndjomo et surtout Warren Zedeke, le réalisateur de cette émission Regard Social, sans oublier le public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir. Thank you.